Qu'est-ce que vous feriez si vous deviez endiguer une invasion de cobras à l'échelle d'une ville? Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit épisode de Sociolo Quick à la cool où on va parler invasion de nuisibles, politique publique et indicateurs quantitatifs. Alors ma question initiale ne sortait pas complètement de nulle part, puisque c'est supposément le problème auquel aurait été confronté le gouvernement britannique à l'époque de la domination coloniale, vers les 1800, qui s'inquiétait du nombre de cobras qui proliféraient dans la ville de Delhi. Pour rappel, le cobra, ça fait quand même partie des serpents les plus venimeux au monde, et si généralement ils sont pas très agressifs, ils peuvent quand même attaquer quand ils se sentent en danger. Il y a même certains de ces saloperies qui sont capables de lancer leur cobra à distance. Tout un bonheur. Cobras are strong. They may be the king of the jungle, but the world's more than just a jungle. Bon, du coup, le gouvernement britannique prend les choses en main et décide d'offrir une prime à quiconque lui rapportera un cadavre de cobra. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors, au début, la stratégie marche très bien et la population de serpents réduit à vue d'œil. Mais au bout d'un moment, il y a un nombre de petits malins qui se rendent compte que c'est quand même un bon moyen de se faire du fric facilement. Et du coup, ils commencent à faire des élevages de cobras. C'est quand même plus facile pour récolter la prime en grande quantité. Bon, évidemment, quand le gouvernement britannique s'aperçoit de ça, ils stoppent tout et ils arrêtent complètement de donner des primes en l'échange de cadavres de cobras. Résultat, tous les éleveurs de cobras relâchent leurs cobras dans la nature et on se retrouve avec un nombre de cobras encore plus élevé qu'au début de l'opération. Oh merde! Oh, c'est con ça! Cette petite histoire va donner son nom au phénomène qu'on appelle l'effet cobra, c'est-à-dire le fait que parfois, en essayant de réduire un problème, on peut en venir à l'aggraver encore plus. Mais c'est pas tout. Bon, en fait, je vous ai peut-être un peu menti, parce que l'histoire que je viens de vous raconter sur les cobras, elle est peut-être pas complètement vraie. En fait, on n'arrive plus vraiment à trouver les sources de où vient cette histoire et personne n'a vraiment réussi à prouver qu'elle était vraiment arrivée. Par contre, une histoire très similaire est véritablement arrivée à Hanoï au Vietnam au moment de la domination coloniale française. Et celle-là, on en est sûr. L'histoire est un peu la même, sauf que dans ce cas-là, il fallait tuer les rats qui proliféraient à Hanoï et le gouvernement français décide de donner une prime à tous ceux qui tueraient des rats. Et en particulier, il suffisait de ramener la queue. Donc on recevait une récompense chaque fois qu'on amenait au gouvernement une queue de rat. Sauf qu'au bout d'un moment, on a commencé à remarquer qu'il y avait de plus en plus de rats sans queue qui se baladaient dans les rues d'Hanoï. Et oui, parce que les chasseurs de rats se sont vite aperçus que s'ils attrapaient les rats, leur coupaient la queue mais les laissaient repartir, ça leur laissait plus de chances de se reproduire et donc plus de chances de récolter plus de primes. On retombe dans exactement le même type d'effet pervers. Bon, du coup, si on voulait être parfaitement précis, il faudrait plutôt parler d'effet rat que d'effet cobra. Mais que voulez-vous, il faut croire que effet cobra, c'était vraiment plus catchy. Yeah. Sucks that Cobra Kai is such a badass name. What if we just keep that? We spell our Cobra with a K. They can call us Triple K. Like KKK? Yeah, it's probably a bad idea. Des fois, on peut aussi entendre parler de l'effet cobra avec un T ou cobra avec rat entre parenthèses. Ça peut être une façon de réhabiliter l'histoire des rats. Bon, pour aller un peu plus loin, en fait, l'effet cobra, c'est l'un des cas particuliers de ce qu'on appelle la loi de Campbell, du nom du psychologue Donald T. Campbell, qui est l'un des pères fondateurs de l'évaluation des politiques publiques. La loi de Campbell peut donc se résumer ainsi. Plus un indicateur social quantitatif est utilisé comme aide à la décision en matière de politique sociale, plus cet indicateur est susceptible d'être manipulé et d'agir comme facteur de distorsion, faussant ainsi les processus sociaux qu'il est censé surveiller. Bon, la formulation est un peu alambiquée, mais je crois que vous saisissez l'idée. Parce que c'est l'une des particularités des sciences sociales qu'on n'a pas dans les sciences dites dures, comme la physique par exemple. Si en physique on calcule que la vitesse de la lumière est 975 000 fois supérieure à la vitesse du son, ça affecte pas la vitesse du son. Le son, il va pas essayer d'augmenter sa vitesse pour essayer de réduire cet écart. Non, il s'en fout le son. En revanche, comme en sciences sociales on étudie des humains, ces derniers ils peuvent influencer les indicateurs à partir du moment où ils en prennent conscience. Par exemple, si on évalue la compétence d'un professeur à la moyenne de ses élèves, il peut être tenté de mettre 20 sur 20 à tout le monde pour se mettre bien lui-même. Bon, cela dit, la loi de Campbell, elle est un peu longue et pas forcément facile à replacer dans un dîner mondain. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, je vous conseille plutôt de retenir l'une de ses applications les plus courantes en sciences sociales qu'on appelle la loi de Goodhart et qu'on doit au mathématicien britannique Charles Goodhart. Sa formulation est plutôt limpide. Lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Bon, en faisant sa loi, Goodhart y parlait plutôt de la politique monétaire britannique, mais clairement on peut l'appliquer à plein d'objets des sciences sociales. En particulier, elle apparaît souvent dans le monde de l'entreprise lorsqu'on essaie de maximiser l'efficacité et la productivité des travailleurs.
On s'aperçoit par exemple que si on fait des rankings entre ces employés, où on les classe du meilleur au moins bon en les mettant en concurrence les uns avec les autres, en fait ça a plusieurs effets pervers parce que ce que les employés vont essayer de maximiser, c'est pas forcément leur productivité, mais c'est leur note, leur ranking, quitte à se tirer dans les pattes. Or, on sait bien qu'au sein d'une entreprise, pour bien produire et produire efficacement, il y a un certain nombre de tâches qui demandent de la coopération. Et du coup, là, on voit que la mesure de la productivité individuelle des employés, elle en vient à être contre-productive pour l'efficacité totale de l'entreprise. Une bonne illustration de la loi de Goodhart que j'aime bien, c'est celle-là. On voit que si une usine de clous mesure l'efficacité au nombre de clous fabriqués uniquement, alors elle va obtenir des milliers de petits clous minuscules. Et à l'inverse, si elle mesure au poids de clous fabriqués, elle va obtenir quelques clous énormes et lourd. Pour revenir au sujet des politiques publiques, on a vu ce même genre de problème à la mise en place de ce qu'on a appelé la politique du chiffre dans la police sous Nicolas Sarkozy. Alors l'idée initiale pouvait être louable, c'était d'avoir des administrations policières plus performantes en les soumettant à une logique de rentabilité selon leur taux d'élucidation. Alors le taux d'élucidation, c'est facile, c'est le pourcentage d'affaires qui sont résolues. Par exemple, si dans une ville vous avez 100 cambriolages et qu'on a trouvé les coupables pour 40 d'entre eux, on a un taux d'élucidation de 40% pour ce type de délit. Du coup, on peut faire des comparaisons d'une ville à l'autre ou même d'un service à l'autre en mettant tout le monde en concurrence en organisant la compétition par les chiffres. Mais là, vous voyez venir le problème, quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Et oui, le problème c'est que les statistiques de la police, elles sont aussi censées nous donner des informations, notamment sur le taux de crime, sur le niveau d'insécurité dans un pays. Mais quand elles deviennent un objectif en soi, ces statistiques, elles sont plus le reflet de l'activité policière que de vraiment l'activité criminelle du pays. Le problème, c'est que comme ce qui compte le plus pour les administrations policières, c'est ce fameux taux d'élucidation, elle va avoir tendance à se concentrer sur ce qu'on appelle les infractions révélées par l'action des services, les fameux IRAS. En gros, ça va être l'usage de stupéfiants ou les infractions liées au port d'armes ou au faux papiers. En gros, tout ce qui est révélé lors des contrôles d'identité. Ce type d'infractions, ces IRAS, elles ont un énorme avantage statistique, c'est qu'elles ont un taux d'élucidation de quasiment 100%. Oui, il suffit de constater le délit et boum, l'affaire est résolue. Et en plus, il n'y a ni enquête ni victime. Du coup, dans le chiffre global de la délinquance, les IRAS, ils relèvent de ouf le taux d'élucidation. Imaginez, d'un côté vous avez une plainte contre X pour viol et de l'autre vous chopez quelqu'un avec une boulette de shit, boum, on fait l'addition des deux et vous avez 50% de taux d'élucidation sur le service. Et 50%, c'est un taux qui montre une très grosse performance. Bon, je crois que vous avez compris le problème, il y a plein d'autres effets pervers liés à la politique du chiffre dans la police, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse consulter les sources dans la description. Pour finir, je voulais vous partager la dernière illustration de la loi de Goodhart que j'ai rencontrée récemment, et c'était à la lecture du livre d'Étienne Ollion, Les candidats, novices et professionnels en politique, dans lequel il étudie les députés de la mandature 2017-2022. Alors, une des questions qui se posent notamment dans le livre, c'est comment évaluer l'efficacité du travail d'un député. On entend souvent que les députés ils foutent rien, il n'y a qu'à voir l'Assemblée nationale, elle est toujours à moitié vide, mais quand on connaît un petit peu le travail parlementaire, on sait que c'est une critique assez naïve. En fait, l'essentiel du travail d'un député, il se fait plutôt lors des commissions et pas vraiment lors des sessions de vote. Au contraire, on s'aperçoit que les députés qui sont là lors des sessions de vote, c'est le plus souvent les députés les plus jeunes et les plus inexpérimentés, à qui on va demander de faire acte de présence parce que il faut quand même avoir une majorité pour passer les lois, mais qui sont là faute d'avoir plus de responsabilités. Bon, du coup, comment mesurer la productivité d'un député si le nombre d'heures passées à l'Assemblée, c'est pas un bon indicateur? En fait, il y a plusieurs agrégateurs qui ont commencé à répondre à cette question en relevant plein d'informations sur le travail des députés. Alors, il y a notamment le nombre d'heures à passer à l'Assemblée, mais il y a aussi le nombre de commissions, et il y a aussi surtout un indicateur qui a beaucoup été utilisé, c'est le nombre d'amendements qui sont présentés et signés. Et c'est vrai que ça, c'est un indicateur qui sont plutôt intéressants, puisque comme le but d'un député, c'est d'écrire des lois, compter le nombre de propositions de loi et le nombre d'amendements qui sont faits par le député, ça semble un bon indicateur de leur travail parlementaire. Le problème, c'est que même si on aurait pu espérer qu'ils soient au-dessus de ça, les députés eux-mêmes ont pris connaissance de ces agrégateurs et de ces scores, et on est à peu près sûr que certains d'entre eux se sont mis à présenter des amendements bidons dans le seul but de faire augmenter leur score. Du coup, est-ce qu'on peut toujours penser que ceux qui déposent le plus d'amendements sont ceux qui travaillent le plus pour l'institution parlementaire? Vous commencez à connaître le truc. Quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Et de fait, Étienne Ollion, dans son livre, il montre que c'est en fait très compliqué d'évaluer l'efficacité du travail parlementaire et que ça demande de prendre beaucoup d'éléments en ligne de compte.
Alors faites attention, il ne faut pas non plus aller trop loin, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les statistiques sont entièrement à jeter à la poubelle, mais simplement qu'il faut avoir conscience de comment elles ont été construites et surtout qu'il est important de prendre en compte comment ces statistiques sont comprises et utilisées par les acteurs qui les produisent. Tout ça pour vous dire, faites attention quand vous voulez atteindre un objectif, que l'indicateur de performance ne prenne pas le pas sur l'objectif lui-même. Sinon, c'est un coup à se retrouver envahi par des cobras. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais un gros bisou. Ciao!